Mesdames et messieurs, cher président, cher Lorenzo Binismaghi, bienvenue pour cette matinale de l'AEFR dans notre cycle des dirigeants des structures membres de l'association. Vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le dernier, mais on est très content de vous avoir parce que je ne vais pas vous présenter, c'est totalement inutile, mais quand même, je dirais que vous avez eu fondamentalement 3 vies active, professionnelle. La première en étant formation qui compte toujours dans vos interventions d'économiste. Et ça se sent dans chacune de vos interventions. En anglais, on dirait... Il va se rallumer. En anglais, on dirait que vous êtes académique. Votre deuxième vie, c'est celle à la Banque centrale de 2005 à 2011. Et votre troisième vie, c'est celle de président de la Société Générale. Mais aujourd'hui, c'est au titre de cette vie-là qu'on vous invite avec cette maîtrise et cette connaissance que vous avez acquis dans vos vies précédentes. On a élaboré ensemble le thème de votre intervention. Un petit peu avant certaines décisions qui viennent d'intervenir outre-Atlantique. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on est tout à fait en phase avec ce qu'on a envie de vous entendre nous raconter ce matin. Comment est-ce que l'univers bancaire européen se positionne, pas uniquement subi, mais peut-être acteur dans ce bouleversement géopolitique que nous connaissons. On a hâte de vous entendre, donc je ne vais pas être beaucoup plus longue, mais je vous dirai peut-être avec une ou deux questions après votre intervention liminaire, entre 20 minutes et une demi-heure, et puis ensuite on rentrera dans le jeu des questions-réponses. Très bien, merci beaucoup. Ça fonctionne, ça marche? C'est bon. Très bien. Merci. Oui, en effet, on avait défini le sujet de mon intervention il y a quelque temps, et puis il y a quelques petits événements qui ont changé, mais dont le titre de la conférence reste intéressant. Il y a deux éléments, le modèle bancaire, et je dirais le modèle financier européen, et les enjeux géopolitiques. Peut-être que je commence par cette deuxième partie, vu ce qui se passe en ce moment, et peut-être c'est la façon aussi d'encadrer la question financière dans un ensemble plus ample. Donc, je commencerai par les enjeux géopolitiques, les défis et les opportunités. Je liste simplement une série de problèmes ou de challenges. Donc, on est en face d'une remise en discussion du multilatéralisme, une remise en discussion du système basé sur les règles, toutes les règles qu'on a définies durant les dernières 40 années après Bretton Woods. La fin ou la remise en discussion, et ça, à mon avis, c'est très important, je vais en reparler tout à l'heure, dans la façon dont les marchés sont en train de réagir à ce qui se passe, une remise en discussion de l'indépendance des autorités de marché, des autorités de politique économique, comme la politique monétaire, les institutions qui règlent les marchés, qui est un principe qui était à la base de la confiance des marchés. Enfin, la remise en discussion aussi de l'ancrage monétaire sur le dollar et la relation avec des nouvelles monnaies comme les crypto-monnaies ou des anciennes monnaies comme l'or, qui n'est pas seulement une conséquence, mais qui semble être presque une volonté de la nouvelle administration américaine. Alors évidemment, tout ceci rend le cadre très compliqué, et la question qu'on doit se poser, je crois en Europe, il faut prendre des responsabilités, et la question que je me pose et qu'on devrait se poser, est-ce qu'on peut en sortir de ce moment chaotique avec un nouvel ordre, une nouvelle organisation des relations internationales, à la limite sans les États-Unis, et quel est le rôle
de l'Europe dans cette nouvelle organisation mondiale. Ça fait un peu peur quand on dit ça, mais je crois qu'on ne peut pas arriver à un nouvel équilibre sans se poser cette question. Et je crois qu'on se la pose d'ailleurs, par exemple dans l'Organisation du commerce mondial, le WTO, on est en train d'organiser un système de réconciliation sans les États-Unis, parce qu'ils en sont sortis. Et je ne crois pas qu'il faut avoir peur de ce genre de questions, même si à la limite, ce ne sera pas la destination finale, parce que peut-être les États-Unis vont rejoindre un nouvel ordre, ou vont commencer à discuter à ce moment d'un nouvel ordre, d'une nouvelle organisation, mais si on ne s'est pas posé la question de ce qu'on fait sans eux, c'est un peu la même chose avec l'OTAN d'ailleurs. Donc ce sont des questions avec lesquelles l'Europe doit se poser et doit commencer à réfléchir. Donc le problème, c'est est-ce qu'on accepte le désordre ou bien est-ce qu'on commence à construire un nouvel ordre, et avec qui? Avec la Chine, et ça pose toute une série d'autres questions. Mais le rôle de leadership de l'Europe, à mon avis, est très important, et c'est ce que les marchés s'attendent d'ailleurs quand on voit l'euro qui monte par rapport au dollar. Pour la première fois depuis, je crois, 60 ans, le safe haven, traditionnellement, quand il y avait un choc dans l'économie mondiale, même si c'était un choc américain, comme en 2008, ou quand il y avait une crise bancaire, c'était le dollar, le flux d'investissement, le flux de capitaux allait vers le dollar. Et le dollar montait. C'était un paradoxe dont les Américains étaient parfois très fiers. Ils disaient, même s'il y a quelque chose qui se passe chez nous, l'argent va venir chez nous quand même, parce qu'on est l'endroit le plus sûr au monde. Et ce n'est pas exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Ce qui, à mon avis, signifie qu'il y a beaucoup d'attentes dans le monde, dans le système financier, pour la réaction européenne. Comment est-ce que l'Europe va réagir à ce qui est en train de se passer? Et ceci veut dire, à mon avis, qu'il faut réfléchir avec une mentalité ouverte et remettre en discussion un peu tout. On ne peut pas se dire on va faire tout comme avant, parce que ce qu'on avait décidé jusqu'à il y a 5 minutes est parfait. Et même si les Américains s'en vont, on continue comme si rien n'était. Et ceci veut dire, pour toute une série d'arguments, je vais parler de un ou deux points. BAL 3, par exemple. Les Américains s'en vont, ils l'avaient déjà en partie fait, ou peut-être ils partiront pas 100%, mais enfin, tout ceci va être remis en discussion. Est-ce que nous, Européens, on ne change rien? On dit, comme il semble, en écoutant certaines autorités, que tout était parfait dans BAL 3, et qu'on sera, nous les Européens, peut-être avec quelques Asiatiques, les défenseurs jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière victime BAL 3, ou bien est-ce qu'on se dit peut-être on peut réfléchir sur ce qui s'est passé dans les dernières années, ce qui s'est passé dans la tentative de réalisation de BAL 3, d'implementation de BAL 3, et peut-être BAL 3 qui avait été négocié sous la pression américaine, peut-être avait comporté des concessions qui, si on devait les refaire, ne seraient pas là. Donc, l'exercice d'intelligence, ce que j'appellerais l'exercice d'intelligence, c'est-à-dire d'avoir la capacité critique, peut-être, de dire on peut réfléchir et rediscuter sur la façon dont on a négocié et mis en œuvre le BAL 3 pour voir si on peut construire un système financier et bancaire européen plus solide et plus efficace que dans le passé. L'autre question sur laquelle
on sera mis sous pression. C'est nous aussi l'indépendance des autorités de régulation et même la Banque centrale européenne. On voit déjà, devant l'appréciation de l'euro, il y aura des pressions sur la BCE pour avoir un objectif de taux de change, pour soutenir l'économie, pour abandonner l'objectif de stabilité des prix, comme le feront les États-Unis par ailleurs. Donc, il y aura des pressions pour imiter cette tendance populiste, disons, où seulement la politique compte et les institutions indépendantes ne doivent être assujetties à la politique. Et puis le troisième exemple, c'est le marché financier européen, le marché des capitaux, le marché de l'épargne et l'investissement. Est-ce qu'on continue comme avant, on ne fait rien, ou bien, on ne fait rien, on fait des choses à la marge, ou bien est-ce qu'on prend cette opportunité de changement pour faire un saut en avant? Et il ne faut pas nier que cette attention sur la défense, sur les problématiques de géopolitique et militaire risque d'engager le capital politique des chefs d'État sur ces nouveaux arguments plutôt que sur ceux qui, avant l'élection de Trump, semblait être une des priorités, donc le risque de mettre les rapports Draghi, les rapports l'État noyé, et tout ça un peu en second plan, parce que maintenant la priorité c'est la défense, alors que, comme on peut penser, les deux sont très liés, mais on sait bien que le capital politique est limité, donc la capacité des chefs d'État et de gouvernement de s'engager et de céder de la souveraineté en particulier, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On sait que cette capacité est limitée, et quand on cède de la souveraineté dans une certaine compétence, on essaie de la garder sur d'autres. C'est un peu l'expérience qu'on a eue quand il y a eu au moment de l'union monétaire. Et certains disaient on ne peut pas avoir d'union monétaire sans avoir une union bancaire, et la réaction était oui, mais on ne peut pas tout donner à la BCE, avec quelles compétences on va rester, pour comprendre 15 ans après qu'on aurait dû le faire avant et que cela aurait évité beaucoup de problèmes. Mais c'est une tendance naturelle, une réaction politique naturelle de ne pas tout céder, sinon quel quelles seront les compétences qui restent aux gouvernements nationaux s'ils cèdent tout de la défense à la régulation financière. Donc voilà, ça c'est un peu le cadre géopolitique qui est plein de défis, mais aussi d'opportunités. Comme je disais, il y a une attente pour l'Europe. Comme je disais, pour la première fois, nous sommes dans une crise globale, et les capitaux arrivent vers l'Europe. Les marchés actionnaires souffrent beaucoup plus aux États-Unis que chez nous. Les différentiels de taux d'intérêt en Europe n'augmentent pas, et même ils se réduisent, ils continuent à se réduire, même si les taux à long terme, ils ont augmenté après les annonces de dépenses publiques, d'augmentation des dépenses publiques allemandes. Bon, dans les derniers jours, ils se sont réduits parce qu'évidemment, les attentes de récession sont augmentées, mais on voit qu'il n'y a pas... Ces capitaux arrivent en Europe et ne différencient pas entre l'Allemagne, la France ou l'Italie. Ils vont un peu partout. Donc les différentiels d'intérêt n'augmentent pas. Et donc, il y a une attente que l'Europe devienne un safe haven. Et c'est une grande opportunité pour renforcer, pour ne pas créer des déceptions. Donc, dans tout ce nouveau cadre, qu'est-ce qu'on va faire en Europe? Quels sont les défis, surtout pour le système bancaire? Je commencerai par le système financier pour arriver aux banques. Donc, quels sont les problèmes pour les marchés financiers européens? On a eu tous ces rapports, l'État, Draghi.
Je crois qu'il y a un point fondamental qu'ils ne prennent pas. On a beaucoup parlé des 300 milliards d'euros que l'Europe investit aux États-Unis. Je crois que c'est that's not the point, comme diraient les Anglais, parce que les 300 milliards sont l'équivalent de surplus de la balance courante de l'Europe par rapport aux États-Unis. Le vrai problème, c'est les autres milliards qui vont aux États-Unis pour revenir en Europe. Comment est-ce que le financement de l'épargne, comment est-ce que l'épargne européenne finance l'économie européenne? Il y a deux façons. Un, c'est un canal direct, qui est surtout le canal bancaire. Et puis, il y a le canal, l'autre canal, qui passe en grande partie par des intermédiaires non européens, donc qui va vers les États-Unis et revient en Europe. Et alors, il faut se demander pourquoi est-ce qu'il passe par des intermédiaires non européens, pourquoi est-ce qu'il va aux États-Unis pour revenir en Europe plutôt que de rester en Europe et être géré directement par des intermédiaires européens. Et je crois que c'est fondamentalement ça la question qu'on doit se poser. Ce n'est pas le financement de l'économie américaine qui est la symétrique du déficit de la balance courante américaine, qui peut-être se réduira avec les tarifs, mais on verra. Mais pourquoi est-ce que... je sais c'est pas off, mais pourquoi est-ce qu'on utilise un asset manager X américain plutôt qu'Y européen pour, par exemple, allouer le capital européen, l'épargne européen? Pourquoi est-ce qu'on utilise un private equity ex américain et pas un private equity ex européen? Et la réponse sur laquelle, ma réponse à moi, puis on peut en discuter, c'est que dans un système financier intégré, la dimension compte. Si on est petit, on a des difficultés à produire des produits d'épargne. Excusez-moi les mots, mais produire des produits d'épargne diversifiés qui sont attractifs nécessite une dimension minimale. Je fais un exemple, je prends un exemple. Je crois que dans une location optimale d'épargne, d'une certaine dimension, il faudrait idéalement une partie en private equity. Mais si on confie son épargne à un gérant de petite dimension qui n'a pas dans son portefeuille du private equity, il va en acheter ailleurs. Et où est-ce qu'il va l'acheter? Il va l'acheter chez un grand gérant. Et où sont les grands gérants aujourd'hui? Ils sont en grande partie de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça, c'est le premier élément du côté de l'épargne. Le choix, pour diversifier le choix qu'on offre aux épargnants, il faut de la dimension. Il faut producteur d'investissement, de produits d'investissement, qui ait la capacité d'offrir des produits diversifiés. Et l'Europe, et on peut voir tous les classements internationaux, l'Europe n'a pas ou a très peu de grands producteurs, de grands gérants qui sont capables de produire eux-mêmes des produits d'épargne diversifiés et attractifs. Et donc, c'est inévitable que l'épargnant européen confie son épargne en grande partie à des gérants qui ne sont pas européens. Donc, si on veut être plus compétitif, il faut créer des incentives pour qu'il y ait des players européens importants dans toutes les catégories, private equity, private debt, asset manager, et puis évidemment banques. Mais les banques, de ce point de vue-là, bénéficient déjà du fait que les déposants déposent auprès
des banques, et donc les dépôts restent en Europe. Et puis la deuxième partie, c'est du point de vue de l'investissement, des entreprises, disons, des familles. Quand elles ont besoin de capitaux, où vont-elles? Alors, si elles ont besoin de capitaux bancaires, de dettes, le marché bancaire européen est assez riche, même si on verra que peut-être il est trop fragmenté. Ça, ce sera le point qu'il faut développer. Mais si on a besoin de capital de risque, qui sont les grands acteurs en Europe qui sont en mesure d'offrir du capital de risque? Le capital de risque, on le prend ou sur le marché ou bien chez des acteurs privés. Le marché des capitaux européens est très fragmenté. Donc c'est très difficile non seulement de faire des IPO, il y en a de moins en moins d'ailleurs, ou de faire des augmentations de capital sur le marché. Et quand on va chercher des acteurs privés, private equity, de nouveau, quels sont les grands acteurs en Europe? C'est des acteurs qui ne sont pas européens, ou il y a très peu d'acteurs européens. Et ça, à mon avis, c'est un élément encore plus important que celui de l'épargne, parce que quand on regarde les exigences de financement qu'on aura, et on a parlé de la transition écologique, on a parlé du digital, et maintenant on parle de la défense, et tout ceci on aura besoin en Europe de grands investissements de capitaux, énormes investissements de capitaux. Et on parle de dizaines de milliers d'opérations de dizaines de milliers d'euros. Et qui est en mesure aujourd'hui de faire des opérations de ce genre? Et je pense que si on regarde les opérations récentes, de nouveau, je ne veux pas faire des exemples avec des noms, mais prenons une société dans un secteur pharmaceutique, par exemple, qui veut investir de l'argent pour développer des nouveaux produits et a besoin de capital et est prêt à vendre une partie de son activité. Qui est là en face d'elle, cette société, pour lever plusieurs milliards de dollars? Il n'y a pas d'acteur européen. C'est très difficile. Et généralement, ces opérations, c'est une partie en dette, une partie en capital. Et je pourrais faire le même exemple en Italie, par exemple, si la télécom italienne a vendu la partie du network, il n'y avait que des private equity américains. La conclusion que j'en tire, c'est qu'on ne peut pas faire d'opérations de grand financement en Europe sans des acteurs américains aujourd'hui. Donc non seulement on n'est pas autonome. Alors on pourrait se dire, oui, mais bon, à la fin, les grands acteurs américains ne sont pas très différents des acteurs européens. Et je pense que c'est un peu la question fondamentale sur laquelle il faudrait réfléchir les chefs d'État, les ministres. Est-ce qu'une économie européenne peut investir dans son futur de façon stratégique sur des secteurs comme la défense, comme le digital, en faisant levier seulement sur la présence d'intermédiaires non européens qui ont une allocation de capital qui peut-être, et sur ça il faut un peu réfléchir, il faut faire un peu d'études, mais est-ce que l'allocation de capital d'un private equity américain est la même que l'allocation de capital d'un private equity européen? Moi, je n'en suis pas sûr, parce que si on gère le capital en étant basé dans un pays qui a le dollar comme point de référence, dans un pays où quand même il y a des indications, on le voit, politiques maintenant très claires, hein, et on a vu comment le changement sur l'ESG a été dramatique. Donc on veut investir dans notre futur en Europe sur la transition, par exemple, on veut continuer à le faire. Est-ce qu'on peut se baser seulement sur des acteurs économiques qui sont prêts à changer à 180 degrés du jour au lendemain juste parce que l'indication politique est de le faire? Bon, on appelle ça souveraineté, on appelle ça autonomie.
Mais c'est sur ça qu'il faut réfléchir, et c'est la question qu'il faut poser, parce que nous continuons, je vais essayer d'être bref, on continue à vivre dans un continent où le raisonnement politique concernant la structure du système financier est que les petites dimensions sont quelque chose qu'il faut préserver. La dimension nationale est importante. Il faut avoir des acteurs nationaux dans la finance. Parce qu'on a encore peut-être le souvenir de l'influence que la politique peut avoir sur des acteurs petits qui sont nationaux. Et donc on peut utiliser les acteurs financiers nationaux pour certains choix politiques. Donc on peut faire de la politique industrielle avec la finance nationale. Et si la finance devient européenne et n'est plus nationale, on ne pourra plus faire de la politique industrielle locale. Et je crois que ça, c'est encore profondément enraciné dans la façon de réfléchir. Mais le résultat de tout ça, c'est que on a des opérateurs plus petits nationaux qui n'ont pas la dimension pour produire ces produits d'épargne diversifiés. Et à la fin, l'épargnant européen, il va chez l'acteur américain, de plus en plus. Et c'est l'acteur américain qui a l'épargne européen et qui décide, lui, sur la base de son asset allocation, comment investir. Et souvent, il investit en Europe, même dans les parties equity, sur des choses qui sont assez sûres, assez tranquilles, qui ne prennent pas tellement de risques. Acheter une partie de l'actif de cette industrie pharmaceutique, société pharmaceutique dont je parlais, ce n'est pas prendre des grands risques. Investir dans le network de télécom italien, ce n'est pas un grand risque. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin en Europe. On a besoin d'acteurs qui prennent des risques, qui sont prêts à financer à long terme des industries dans les secteurs de l'énergie, de la transition, les secteurs de la défense. Donc à la fin, nous Européens, on a cette contradiction d'être le plus grand producteur d'épargne, mais on fait gérer notre épargne. Et notre problème, c'est pas de financer c'est pas de financer les États-Unis, c'est on se finance à travers une structure industrielle, une structure financière qu'on ne contrôle pas et qui n'a pas nécessairement les mêmes priorités que nous. Alors, quand on vient aux banques, au fond, le raisonnement n'est pas très différent. C'est pour ça que j'ai voulu élargir le raisonnement. On a un secteur financier, un secteur bancaire qui reste très fragmenté et au fond qui a les mêmes problèmes que tous les autres composantes du secteur financier. Donc on a des banques qui sont relativement petites, qui ne sont pas capables de supporter des opérations de grand financement comme celles dont je parlais tout à l'heure, qui ont des parties equity, mais des parties dette. Mais quand il faut mettre sur la table 5-10 milliards d'euros, il n'y a aucune institution européenne qui peut faire ça. Une. Alors qu'il y en a plusieurs américaines qui peuvent le faire et puis revendre le reste, évidemment. Enfin, en termes de lead, c'est très difficile de participer à des grandes opérations quand on a un bilan comme celui qu'ont les banques européenne qui est surdimensionnée parce que n'ayant pas de marché de capitaux, on ne peut pas revendre une partie du bilan sur le marché. Donc, les limites d'exposition bilatérale par rapport à certaines entreprises ou à certains produits sont inévitablement limitées. Donc, là, je reviens sur quelque chose qui est bien connu. Il faut des acteurs européens, vraiment européens, qui puissent financer des projets européens, qui puissent créer des produits d'épargne européens pour satisfaire les exigences des épargnants européens et des entreprises européennes. Et là, je
je ne vais pas revenir sur les difficultés que nous avons de faire ce genre de faire des progrès dans ce projet. On reste un peu à moitié dans l'union bancaire. On voit les difficultés de faire des fusions transfrontalières. Les projets que nous avons devant nous sont des projets surtout nationaux, hein, en Espagne ou en Italie. Et même en Allemagne, c'est une fusion au fond qui est en partie allemande, enfin, un projet de fusion. Alors le problème, est-ce que c'est une priorité pour les autorités politiques européennes? Ça n'a pas, on n'a pas vraiment l'impression que, voilà. Et ni au niveau d'union bancaire, ni au niveau d'union de capitaux, il y avait beaucoup d'attentes sur les nouvelles communications, les décisions de la nouvelle Commission européenne. J'ai tendance à être très exigeant, mais je suis un peu déçu par la communication de la Commission européenne sur les marchés de capitaux. Si on n'a pas une Commission européenne qui est ambitieuse, même au coup de se faire taper dessus par le Parlement européen et par les États, on n'aura nulle part. Si on commence par des propositions de la Commission qui cherchent le compromis à tout prix, on n'a pas une vision de long terme. Et je dirais même les autorités de réglementation et de supervision n'ont pas une pleine conscience non seulement du problème, mais de leur rôle dans le problème. Enfin, quand on parle de l'absence de marché bancaire et d'intégration bancaire, la faute, c'est toujours des autres, c'est toujours des banques. Alors, les banquiers ont tendance à dire la faute est toujours des régulateurs, mais je trouve ce qui me surprend, c'est la difficulté de se mettre autour d'une table et de discuter sur les vrais problèmes. Alors, je prends un exemple. Quand on veut faire une opération de fusion, d'acquisition, en Europe, on ne sait pas, par exemple, ex ante, si on pourra utiliser les mêmes modèles, enfin, le modèle de la banque qui lance une opération sur une autre. On ne sait pas. Donc il y a une incertitude énorme. Et on risque même qu'il y ait une inspection qui vous dise 5 minutes avant le closing qu'il faut tout changer. Et donc le coût de l'acquisition change 5 minutes avant le closing. C'est une incertitude. Et c'est des exemples concrets qu'on peut donner. Donc ceci crée une incertitude et je ne suis pas sûr que le régulateur ait pleinement compris les obstacles que cela pose pour la création de banques plus européennes. Enfin, et je pourrais prendre d'autres exemples. Alors, en quoi peut-on espérer pour que ça change? Malheureusement, en Europe, on fait des progrès quand on voit les crises, quand on voit les difficultés. Évidemment, en ce moment, on voit les problèmes géopolitiques, les problèmes de défense que l'on a par rapport aux menaces russes. On ne voit pas les problèmes que le status quo pose pour les marchés financiers européens. Et peut-être que c'est le rôle de l'AEFR ou d'autres institutions de l'expliquer. Est-ce qu'on aura des marchés financiers dans 10 ans en Europe? Enfin, peut-être 2 ou 3. Mais moi, c'est une question que j'ai posée en Italie. Est-ce qu'on aura un marché? Est-ce que la bourse italienne sera encore là, à part les 4 ou 5 entreprises avec participation publique dans 10 ans? Enfin, quand on regarde le trend de delisting en Europe, et si on poursuit ce trend, on fait une extrapolation linéaire de ce trend, dans 10 ans, je ne sais pas combien d'entreprises vont être cotées encore en Europe. Et où est-ce qu'elles vont? Parce que la peur des hommes politiques européens
des différents pays, c'est de dire, voilà, on va faire un marché unique et les entreprises vont aller à Paris, à Amsterdam. Non, elles ne vont pas à Paris, à Amsterdam, elles vont à Wall Street. Donc, on ne fait pas un marché unique pour la peur que les entreprises s'en aillent chez le voisin, mais elles ne vont pas chez le voisin, elles vont toutes ailleurs, en dehors de l'Europe. Alors, est-ce que, devant cette tendance qui va s'accentuer, et Trump, évidemment, si je puis dire, la nouvelle administration américaine va pousser sur ce point. Enfin, on le voit bien, c'est la mentalité. Si vous voulez que je vous enlève les tarifs, venez investir en Europe, venez investir aux États-Unis, venez vous lister aux États-Unis. Je vais vous donner un traitement fiscal différent, etc. etc. Et comment est-ce qu'une entreprise qui, en grande partie, a des actionnaires qui sont des fonds américains, et là, enfin, qui utilisent l'épargne, mais et si vous êtes dans un conseil d'administration où vos actionnaires vous disent « mais pourquoi est-ce que vous êtes listé en Europe si vous étiez à Wall Street, votre valorisation augmenterait de 20%, un conseil d'administration, il ne peut pas dire « c'est une bêtise », il doit y réfléchir. Donc, quand cette tendance arrivera au moment où on verra la désertification du marché financier, peut-être que les institutions politiques réfléchiront sur l'intérêt de garder 27 marchés nationaux et 27 réglementations et 27 superviseurs avec des arguments très semblables de ceux qui avaient été utilisés au moment de l'union monétaire ou de l'union bancaire, en disant voilà, c'est trop compliqué, on peut pas se priver de notre monnaie, on ne peut pas se priver de notre réglementation, etc. Enfin, tous les obstacles en partie motivés par des intérêts bureaucratiques, parce qu'il n'y a plus de souveraineté financière dans les différents pays. Franchement, quel est l'intérêt d'avoir une réglementation qui a un impact sur quelques entreprises, alors que la grande majorité de l'économie est dans les mains d'entreprises qui sont situées ailleurs. Donc, c'est une souveraineté qui est de moins en moins importante, et c'est une souveraineté qui, exercée au niveau national, n'a plus de sens. Donc c'est un peu le même raisonnement de celui qu'on a dans le passé, qui s'applique au secteur bancaire, qui s'applique au secteur financier. Il faut se demander combien de temps on doit attendre pour que les autorités politiques le comprennent. Je n'ai pas de réponse à cette question, mais je crois que nous devons contribuer à faire en sorte que cette question soit présente sur la table de ceux qui décident, et faire comprendre que le status quo n'existe pas, où on bouge dans une direction, où on va en arrière. Et comme je disais, où les marchés financiers vont se diversifier en Europe, si on ne change pas. Il faut le démontrer avec des analyses sérieuses, avec une activité de conviction et de discussion et d'engagement avec la Commission européenne, avec les autorités de régulation, les autorités nationales. Mais si on n'agit pas, ceci va au détriment des entreprises européennes et des épargnants européens, qui, à la fin, nous sommes, au fond, comme banque et comme intermédiaires financiers, nous sommes au service des épargnants et des entreprises. Et si on les voit partir, c'est pas nous qui allons bénéficier de cette situation. Voilà, je voulais... je ne suis pas sûr que j'étais très optimiste. Je ne voulais pas, dans une journée post-libération américaine, être trop pessimiste non plus, mais je crois qu'il y a des opportunités. Il y a des attentes, comme je disais, le reste du monde. Je reviens de la Chine et les Chinois se disent « Qu'est-ce que vous allez faire, vous, Européens, parce que vous êtes gros ». C'est vrai, on se voit quand on se voit par rapport, on se compare par rapport à des pays comme le Japon, comme la Corée, l'Europe est le plus grand marché. Donc on a une capacité de réagir, pas seulement en termes de tarifs, mais en termes de monnaie, en termes de système financier. C'est un peu à nous. Et le moment est maintenant. Il faut démontrer notre capacité d'être un point de référence pour tous les autres. Il y a un rôle à jouer important et j'espère qu'on sera à la hauteur.
été exactement au rendez-vous. Là, on vous attend de nous rendre plus argumentés pour mener cette bataille. En vous écoutant, je repensais au débat qui s'est engagé entre Mario Draghi et Olivier Blanchard. Parce que Mario Draghi, dans son rapport, dit quelque part, au fond, lorsque vous avez raté un gap d'innovation, utilisez l'innovation telle qu'elle est. Et Blanchard répond, oui, sauf quand c'est sur du géostratégique, notamment sur la question de la défense ou la question du numérique. Après, il y a les questions de la définition du géostratégique. Mais l'enjeu, tel que vous l'avez défini, je crois, est bien identifié. Vous avez interpellé l'AEFR. Comme vous le savez, je pense qu'on essaie d'être au rendez-vous, d'abord en ayant vos lumières ce matin, mais aussi dans 2 papiers que nous avons publiés qui viennent rebondir sur les problématiques que vous avez identifiées, à la fois un papier sur l'enjeu des big tech dans les marchés financiers et celui évidemment sur la supervision unique. Et c'est sur celui-là que je veux vous permettre de rebondir. Parce que, comme vous, j'ai lu la communication de la commissaire en charge et j'ai été très frappée d'une contribution que vous nous apportez ce matin lorsque vous dites, au fond, au niveau du Conseil européen, il y a un capital politique limité. Et donc, où est-ce qu'on l'utilise? On ne peut pas toujours l'utiliser. Et au fond, depuis la grande crise financière, il n'est plus utilisé pour parfaire ce qui a dû être fait juste après la grande crise financière. On a perdu le momentum et on n'arrive pas à le retrouver. On a pensé qu'on allait le retrouver au moment de l'ESG, parce que c'était un moyen de contourner en disant on a besoin du financement à long terme. On a l'impression qu'on pourrait le retrouver au moment sur la question de la défense. On voit bien qu'il n'y a pas de vrai problème de financement de la défense, et donc l'idée qu'il faut faire des marchés financiers, etc., ne marche pas. J'ajoute une 3e pierre, je propose une 3e pierre, qui est le risque d'aggraver le diagnostic que vous avez établi autour de ces 300 milliards d'épargne qui vont aux États-Unis plutôt que d'être mobilisés en Europe, autour des enjeux de la recherche fondamentale et de l'innovation. À un moment où on voit le mouvement qui est engagé aux États-Unis et un appel d'air pour accueillir en Europe les chercheurs, l'innovation. Si on ne fait rien, la situation, le diagnostic de Mario Draghi va être aggravé. C'est-à-dire que nous allons devenir un centre de coûts et ils vont devenir un centre de profit, puisque un des mouvements qu'on identifie aujourd'hui, c'est de dire souvent nous formons des startups qui ensuite sont rachetées par des grandes plateformes américaines et qui viennent vendre leurs produits en Europe. Alors, je ne sais pas si c'est le bon argument pour convaincre et mobiliser le capital politique. Vous avez, dans un papier récent, indiqué qu'il y avait ce qui marchait, qui étaient les institutions européennes, en quelque sorte, et là où c'était plus difficile, qui était la négociation entre les chefs d'État et de gouvernement. Moi, je pense qu'il faut aussi convaincre la présidente de la Commission. Je m'excuse auprès de ceux qui m'entendent le dire à chaque fois, mais je pense que cette question du leadership, de l'initiative de la Commission, si ce n'est pas entre les mains de la présidente, on n'y arrive pas. Je ne sais pas quelle délégation vous pouvez organiser pour la mobilité, mais sur ce levier recherche, j'aimerais bien avoir votre éclairage, parce que je trouve que c'est un angle qu'évidemment on ne discute pas publiquement. On dit le CNRS, tout le monde veut accueillir à bras ouverts tous les chercheurs américains qui veulent venir, très bien. And so what after? Oui, en fait, il y a des éléments, je dirais, de décision centrale et d'autres qui sont décentralisés. Une chose qui m'a beaucoup frappé, récemment, je regardais le classement dans les classements des universités, les meilleurs MBA. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Il y a 20 ans, c'était toutes des universités américaines. Maintenant, dans les premiers 10, il y a la moitié sont européens. Dans tous les pays, en France, en Angleterre, en Suisse, en Italie. Donc, on est capable d'être compétitif. Mais il faut créer les conditions pour l'être. Et dans l'université, l'MBA, c'est peut-être plus facile parce qu'il s'agit d'attirer, de bien payer à la fin les profs et les chercheurs. Alors, le CNRS, je ne sais pas, quand on est chercheur,
on m'a expliqué que quand on est aux États-Unis, on est payé plutôt bien. Et on a des carrières qui sont très méritocratiques. En Europe, quand on sort de l'université, on devient chercheur, on gagne 1500 € peut-être. Donc c'est tout le système de gestion qui est public en Europe, alors qu'il est plus privé aux États-Unis, qui doit être changé, qui doit être rendu beaucoup plus efficace, beaucoup plus méritocratique. Et ça ne peut pas dépendre de Bruxelles. Ça dépend de chez nous. On a dans notre advisory board le responsable de Meta, des chercheurs de Meta, de centres de recherche, qui est français d'ailleurs, qui ont investi en France récemment, mais avec des conditions d'attractivité qui sont aussi financières, évidemment, pour les chercheurs, qui sont compétitifs avec les États-Unis. Donc ça dépend de nous. Si on veut rester, si on veut continuer, ne rien changer par rapport au passé, c'est difficile d'être compétitif. Si on veut être compétitif et on est prêt à changer, et ça se passe dans certains secteurs, par exemple dans les facultés d'ingénieurs, qui est fondamental. Comme je disais, je reviens de Chine, la moitié des ingénieurs produits dans le monde est chinois. Et ils visent sur... Vraiment, ils ont un objectif d'excellence dans ce secteur qui est extraordinaire. Si on veut faire la même chose, il faut mettre de l'argent. Donc l'investissement en capital humain, c'est le plus rentable du monde. Et on n'a pas l'impression de l'avoir compris ici en Europe, malgré le fait que l'instruction soit née en Europe, l'instruction publique. Mais l'instruction publique ne peut plus rester ce qu'elle était il y a quelques années. Donc, je suis d'accord sur la présidente de la commission, mais il y a des responsabilités locales qui sont... et des tabous qu'il faut abattre. Merci. On va prendre quelques questions, évidemment. On en prend 2-3 en même temps. Oui. Merci beaucoup pour vos développements qui sont éclairants, mais qui sont un peu inquiétants aussi. Vous avez évoqué l'effet sur le dollar des dernières décisions et sur l'euro. Un dollar qui baisse, un euro qui monte. Et on pourrait se demander, est-ce le temps de l'euro? Mais comme l'évoquait Pierre-Franche Berès, une monnaie aussi sans derrière une recherche scientifique, technologique, qui est quand même à la source de la puissance des nations, voire des groupes de nations, est-ce que ça peut durer? Alors, ce qui pourrait être inquiétant, c'est que ça pourrait être ni le moment du dollar, ni le moment de l'euro, mais devenir le moment des cryptos. Et les cryptos, fondamentalement, qui est-ce qui les contrôle? Là, on ne sait plus trop. C'est même plus du multilatéralisme, si on compare. C'est du mondial, mais je ne sais pas qui contrôle. Vous avez aussi évoqué ces plateformes, donc quand on veut placer de l'argent, c'est aux États-Unis. Mais si on prend un gros investisseur, le plus gros au monde, par exemple, justement, il est passé à l'AEFR. Ils nous ont montré un système informatique qui permet de voir d'un seul coup d'œil ce qui se passe sur les marchés au niveau mondial. Alors, au-delà du multilatéralisme, est-ce qu'il n'y aurait pas des opérateurs qui deviendraient planétaires et que finalement, personne ne contrôlerait? C'est ça. Je vais répondre parce que c'est... Oui, c'est... Alors, il y a deux éléments. Un, l'euro qui se renforce. Et pourquoi est-ce qu'il se renforce? Je crois qu'il se renforce en particulier, parce que c'est paradoxal, avec la guerre qu'il y a en Europe. Pourquoi est-ce que l'euro se... Je pense qu'il se renforce parce qu'il y a une attente que, tôt ou tard, derrière cet euro, il y ait une entité politique plus forte, qui commence par la défense, par l'émission de dettes communes, par une économie qui est plus intégrée. Les marchés ont vu de façon, je pense, très positive la réaction de l'Europe face à l'attitude américaine dans le conflit ukrainien. C'est vrai que sans les États-Unis, c'est très difficile de défendre l'Europe, mais il y a une volonté de le faire. Donc il y a des investissements qui vont être faits, il y a des changements d'attitude en Allemagne en particulier. Donc les marchés voient
la perspective d'une économie européenne plus solide, économiquement, mais aussi du point de vue institutionnel et militaire. Et je pense que c'est notre devoir de répondre à ces attentes. Parce que le problème serait si, d'un coup, l'euro se dépréciait à cause d'une fuite de capitaux et une perte de confiance dans l'Europe. Donc c'est une ouverture, je dirais, de crédit dans l'Europe, et il faut être à la hauteur de ça. Les cryptos et les plateformes internationales, eh bien, je pense qu'on vit déjà avec des acteurs globaux, mais le paradoxe, enfin, c'est un autre point que je souligne souvent, ces acteurs globaux, ils sont régulés par qui? Alors, chacun régule. Alors, on peut dire, aux États-Unis, c'est la SEC. Et en Europe, c'est qui? C'est le superviseur que choisissent ces plateformes globales. Enfin, nous sommes le seul endroit au monde où les grands acteurs financiers choisissent par qui être régulés. Et quand on regarde où ils sont régulés, c'est pas par hasard que c'est dans une petite île ou bien dans un petit pays au milieu de l'Europe. Et quand on leur demande pourquoi est-ce que vous allez là, ah, parce qu'ils ont des personnes très qualifiées. Enfin, c'est inacceptable. Enfin, les acteurs non européens devaient être régulés par un régulateur américain. Européen. Ils le sont aux États-Unis par un régulateur américain. Ils devraient l'être par un régulateur européen qui dialogue avec le régulateur européen, américain. Mais enfin, c'est absurde. On est dans une situation absurde où on met la régulation dans les mains du régulé. Évidemment, arriver à une décision commune, ça crée des problèmes. Il faudra convaincre les 2-3 pays où sont concentrés aujourd'hui les filiales des players américains qui distribuent des produits d'épargne dans toute l'Europe. Est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait une crise pour le faire? Mais ce seront les épargnants européens qui vont être. Donc, si moi j'étais responsable politique d'un pays, je ne me sentirais pas à l'aise devant les épargnants de mon pays de dire « Soyez tranquille, c'est le régulateur de la petite île à l'ouest ou du petit pays au centre de l'Europe qui va s'en occuper de protéger votre épargne. » Donc, là aussi, il faudrait un peu plus de courage de la Commission européenne pour poser ces problèmes. Et moi, je pense, je suis convaincu qu'au moment où le régulateur unique, appelons-le ESMA, revu, réformé, deviendrait responsable de la supervision de ces grands players extra-européens, que les forces centrifuges en ce moment se transformeraient en forces centrifuges parce que les acteurs européens voudront que tout le monde soit régulé par le même régulateur. Alors qu'aujourd'hui, ils bénéficient du fait qu'ils peuvent choisir, ils peuvent faire du shopping régulatoire. Et c'est le cas, aujourd'hui, l'ESMA supervise les agences de rating. Enfin, donc, il y a une expertise. Bon, il faudra utiliser l'expertise nationale, mais il faut que, comme dans le système bancaire, la régulation soit unique et les critères soient uniques et il n'y ait pas de différenciation entre acteurs non européens et européens. Donc, à mon avis, ça, c'est un élément fondamental, celui de comment est-ce qu'on interagit, comment on traite les grands players de plateformes. Question. Merci. Oui, bonjour monsieur, Capucine Médro. Alors, je sais pas si ça fonctionne. Je vais parler fort sinon. Peut-être vous devez venir ici. Vous m'entendez? Oula, je pense que c'est...
Très bien. Capucine Amedro, je travaille à la Banque de France comme économiste internationale et je travaille auparavant en régulation bancaire à la CPR. Donc, je précise que je m'exprime à titre personnel ici. Merci pour votre exposé. Je voulais revenir sur un élément que vous avez mentionné. Vous avez parlé finalement qu'il y avait plus de souveraineté financière nationale, en faisant un parallèle un peu avec un mouvement, on pourrait dire, de désencastrement des entreprises, des économies nationales. Comment vous analysez ce mouvement et ce constat avec le discours qui monte en puissance en France, notamment sur le patriotisme économique, la réindustrialisation sûrement nécessaire. Est-ce que selon vous, on doit promouvoir ce mouvement de patriotisme économique, mais jusqu'où, pour ne pas verser justement dans une forme de repli et de réflexes nationaux un peu corporatistes que vous critiquiez sûrement à juste titre? Je dois dire que je suis, de ce point de vue-là, un peu plus optimiste depuis hier. Je pense que ce que Trump a fait, quand je vois les réactions, il y a une compréhension qu'on ne peut pas se positionner dans une négociation avec Trump de façon bilatérale. Ça rien. Donc, je pense qu'il y a des points positifs de ce qui est en train de se passer, c'est la compréhension même du public et des entreprises qu'il faut agir en tant qu'Européens. Donc si on agit en tant qu'Européens par rapport à Trump, c'est très difficile de dire on va faire la politique nationale. Parce que les instruments dans les actions et les réactions qu'on va utiliser en termes de tarifs, en termes de politique industrielle, en termes de taxation des GAFA, parce que ça c'est une des hypothèses. Tout ça c'est des instruments européens. Et on est efficace seulement si on agit avec des instruments européens. Donc je suis un peu plus optimiste, mais évidemment la tendance au patriotisme, au nationalisme économique est toujours là. Et je crois que c'est le danger le plus grand. Mais je regardais la télévision hier, je regardais des interviews d'entrepreneurs qui prônaient le libre-échange. C'est la première fois que j'entends des agriculteurs qui disaient voilà, il faut trouver des nouveaux marchés. Ah, par hasard, il y a le Mercosur. Moi, j'aimerais bien dire pourquoi est-ce qu'on ne ratifie pas le Mercosur. Il y a des opportunités énormes et il faudra ouvrir d'autres marchés avec l'Australie, avec l'Asie. Donc, paradoxalement, cette attitude absurde de Trump va libérer des arguments en faveur du libre-échange, beaucoup chez les entrepreneurs, hein, parce qu'ils verront bien qu'ils devront chercher d'autres marchés, se diversifier. Donc, de ce point de vue-là, je suis un peu plus optimiste, disons. Puis on verra comment les politiques vont traduire ces demandes, mais il me semble que il y a un incentif à plus de liberté de marché, à plus de concurrence. Et bon, l'article qu'avait écrit Mario Draghi sur le FT en disant on a nous des barrières internes, on a du protectionnisme interne, et si on éliminait ce protectionnisme, il faudrait, ce serait mieux, c'est encore mieux que de mettre des tarifs par rapport aux États-Unis. Donc plus de marchés internes. Je suis surpris, en Italie par exemple, c'est la Ligue Nord qui dit oui, il faut faire ce que Draghi, alors que c'est le plus nationaliste des. Alors je ne sais pas en France, je n'ai pas suivi si c'est la même chose, mais un des arguments pour dire qu'il ne faut pas réagir aux tarifs de Trump et il faut plutôt libéraliser à l'intérieur du marché européen, c'est un argument qui est soutenu maintenant par des nationalistes. Je ne sais pas si c'est tactique politiquement, mais je trouve que c'est très efficace du point de vue du libre-échange. Bernard Coupé. Ça marche de temps en temps. Oui. Oui. Je parle fort. Je parle fort. Bernard Coupé, je suis professeur des universités en finance et ancien membre du collège de l'AMF. Je voudrais revenir un instant sur ce que vous disiez à propos de la nécessité d'avoir une Commission européenne volontariste.
j'ai quand même eu le sentiment à l'époque, lorsqu'on parlait de l'extension des pouvoirs des régulateurs, en particulier des régulateurs de marché comme l'ESMA, que les freins n'étaient pas tellement du côté, je vais dire, de la Commission européenne, mais plutôt que certains États, comme vous l'avez d'ailleurs en partie évoqué, sont extrêmement réticents à envisager d'aller plus loin dans le transfert de responsabilités auprès des autorités de supervision européennes. C'était peut-être un peu moins le cas de l'Italie, c'était certainement moins le cas des Pays-Bas. Et c'est vrai qu'avec le rapport Noyer, en France, on a essayé d'avancer sur ce sujet-là. Mais dans la pratique, jusqu'à présent, c'était quand même la BaFin et derrière ça, l'opinion publique allemande qui était opposée à cela. Donc, moi, je voudrais vous poser la question, au-delà des aspects géopolitiques qu'on vient de voir, du capitalisme, de l'apocalypse dans lequel nous emmène Trump, fait qu'on a un changement. Qu'est-ce qui fait qu'on aura un vrai changement en Europe sur cette question? Non, mais vous avez raison, mais enfin, il n'y a rien de nouveau. Au fond, sur la monnaie unique aussi, les Allemands étaient contraires. Et puis... Mais je pense que je critique la Commission européenne dans le sens où elle ne doit pas s'aligner ex ante à un compromis possible, mais elle doit identifier vraiment les problèmes de la situation actuelle. Un ESMA qui ne vote pas, enfin, la BCE quand même vote tous les mois et décide. Quand on dit l'Europe ne décide jamais, la BCE décide. Elle n'a pas de problème à décider. Et elle est reconnue dans le monde comme un élément de force de l'Europe. Et pourquoi elle décide? Parce qu'on peut voter. Et on vote rarement à la BCE. Mais le fait de pouvoir voter sans problème fait en sorte qu'on crée un consensus sur la décision. L'ESMA n'est pas structuré pour voter. Et donc, prend très peu de décisions. C'est plutôt des décisions de coordination, de pression, de morale. Il n'y a pas d'élément de pression pour décider. Alors, c'est le premier point. Donc, je voudrais une commission qui identifie de façon plus claire les problèmes et donne des solutions. Puis peut-être les chefs d'État ne vont pas y arriver. Ce sera plus lent. Mais si on ne voit pas l'objectif final, c'est difficile de faire surtout si on ne voit pas quels sont les problèmes. Personne n'écrit, n'a pas le courage d'écrire. Les ESMA comme ça ne marche pas. Le deuxième point, devant cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que des pays peuvent se coaliser pour aller de l'avant? Moi, je pense que oui. Je pense que dans la nouvelle Allemagne, on peut avoir des changements faits par certains pays, et je pense que la nouvelle Allemagne et la France peuvent faire des choses importantes. Moi, j'ai fait une proposition. À mon avis, si la France et l'Allemagne, là, il faut engager l'État de Hesse, mais disait demain, on met Euronext et Deutsche Börse sous la supervision de l'ESMA, ce sera un tremblement de terre. Bon, il faut avoir le courage, mais au fond, qu'est-ce qu'on a à perdre? Du côté de Euronext, quel est le problème? Et du côté de Deutsche Börse, est-ce que ce serait quelque chose de dramatique? Mais ça mettrait les deux plateformes plus importantes de l'Europe sur la même règle, sous la même supervision, évidemment avec les régulateurs nationaux. Ce serait pas... Mais comme dans le système de l'union bancaire, on a des Joint Supervisory Teams qui assurent l'égalité de traitement, et les marchés internationaux sauraient qu'il n'y a pas de changement de règles entre les deux, il n'y a pas de concurrence explicite ou implicite entre les deux. Ce serait un boost énorme au marché européen et à la tendance vers l'intégration. Voilà, ça dépendra, je pense, du nouveau chancelier allemand et du gouvernement français. Si on arrive à faire quelque chose de ce genre, ce serait un tremblement de terre qui renforcera l'intégration européenne, qui donnera un message au monde très fort. Et qui est contraire aujourd'hui, bon, c'est peut-être des bureaucrates, peut-être. Comme peut-être au moment de l'union bancaire, voilà, les banques centrales n'étaient pas nécessairement très contentes de perdre leur monnaie. Mais il faut une force politique qui dise l'intérêt commun de l'Europe, c'est d'aller de l'avant, pas de garder les prérogatives nationales.
Donc voilà, je lance une proposition pour le nouveau gouvernement allemand. On verra. Je crois que le debate paper de l'AEFR va tout à fait dans ce sens. Mais vous avez mentionné effectivement un acteur qu'il faut convaincre. Il n'est ni une petite île, ni un petit pays au sein de l'Union européenne, mais un land qui a une certaine antériorité dans la résistance à ce changement. Vous avez on va prendre les deux questions puisque vous êtes l'un à côté de l'autre. Moi, je suis Emmanuel Danzin, je suis passé de Société Générale à la tech, une start-up, puis une grosse tech, Microsoft. Et je voudrais faire le parallèle entre ce que vous disiez sur le côté métier avec l'importance de la taille, et puis un sujet mentionné par Pervenche sur quels sont les fournisseurs de cette technologie qui vont permettre de faire tourner les acteurs financiers. Sur lequel j'ai l'impression que le sujet de la taille est encore plus critique, parce qu'il est nécessaire, quand on est cloud provider, pour faire ces écosystèmes de solutions, d'avoir des dizaines de milliards d'investissements. Et ma question, c'est est-ce que vous voyez ça comme un compromis acceptable, un danger non acceptable, et quelles sont vos préconisations pour permettre d'utiliser cette technologie en gardant une souveraineté acceptable? Moi, je ne veux pas me lancer dans une politique industrielle. Je pense qu'il faut mettre les acteurs européens dans des conditions d'avoir un choix différent que celui de se vendre à la grande tech américaine. Et pourquoi ce genre de choix n'est pas là aujourd'hui? Il y a deux raisons. Un, c'est parce que le marché européen est très fragmenté. Et donc, pour être une grande tech, il faut éliminer des barrières à l'intérieur de l'Europe. Et deux, c'est l'accès au financement de capital, de risque. Donc, du point de vue financier, je crois que seulement des grands acteurs qui peuvent diversifier, peuvent mettre suffisamment d'argent et prendre des risques dans des techs moyennes, disons, pour les faire grandir, alors qu'aujourd'hui, ce risque peut être pris seulement par des grands private equity ou venture capital. Donc, c'est dans ce sens, je disais, on a besoin de grands acteurs européens qui peuvent prendre des risques, qui peuvent gérer l'épargne européenne en prenant suffisamment de risques, mais pas tellement, il faut diversifier, mais qu'il y ait suffisamment de risques pour pouvoir soutenir ces entreprises, en particulier dans la tech, qui doivent grandir et qui doivent devenir concurrentes des autres entreprises chinoises ou américaines. Donc il y a un élément financier qui est fondamental, mais d'un autre côté, être une tech en Europe, c'est plus compliqué que d'être une tech aux États-Unis ou en Chine, parce que le marché européen reste fragmenté et ça reste très très compliqué. Donc ça comporte des coûts, et ces coûts sont plus faciles à être absorbés par un acteur américain qui bénéficie d'un grand marché et peut venir en Europe et absorber une partie de ces coûts, qu'un acteur européen qui n'a pas de base, de home, disons, de base domestique pour croître, et donc à la fin décide de se vendre aux Américains. Donc c'est ces deux éléments qu'il faut faire. Bonjour, Denis Alexandre. Moi, j'avais une question sur l'union des marchés de capitaux. J'ai du mal à comprendre en réalité qu'est-ce que ça va apporter. C'est-à-dire aujourd'hui, quels sont selon vous, par rapport au challenge que vous décriviez, les acteurs qui sont entre guillemets victimes du fait qu'il n'y ait pas d'union de marché de capitaux? Les grandes entreprises, j'ai l'impression qu'elles n'ont aucun problème. Les petites, qu'est-ce que ça changerait vraiment qu'il y ait un marché de capitaux Allemagne plus France? Enfin, voilà un petit peu ma question par rapport à cela. Enfin, ça nécessiterait une autre conférence, mais si je dois vous convaincre de ce que nécessite une union de capitaux. Mais à la fin, ce que je disais au début, c'est ça doit permettre la création d'acteurs de dimension suffisante pour jouer un rôle dans le financement de l'économie. Aujourd'hui, l'économie européenne est financée en grande partie par des banques.
Et c'est pas, les banques donnent du crédit, ne sont pas dans le capital de risque. S'il n'y a pas suffisamment d'acteurs dans le capital de risque, c'est parce qu'on a une réglementation trop différente. Donc si on a une seule réglementation, si on a une seule supervision, ça permet l'augmentation de la dimension des acteurs qui peuvent agir sur plusieurs marchés. Et avec des acteurs plus grands, cela permet d'avoir de la concurrence, comme je disais, quand on a des opérations de grand financement en capital, de ne pas avoir un seul acteur en face, mais d'en avoir plusieurs, d'avoir de la concurrence. Donc pour une entreprise, celle dont je mentionnais tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs en face. Et si moi je veux me développer, je veux avoir, comme dans le secteur bancaire, 2 ou 3 banques qui peuvent m'offrir ces services. Et je peux avoir la concurrence en face de moi. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de banques qui peuvent mettre sur la table 4-5 milliards pour financer le développement d'un investissement, d'une entreprise. Même chose pour le capital de risque. On est en phase de monopole, en fait, et les monopoles ne créent pas le marché. Bon, ça c'est un aspect, on pourrait en parler plus longtemps. Mais enfin, si on voit bien la différence entre le marché européen et le marché américain. Oui, mais ce n'est pas le fait qu'il y ait des fonds de pension aux US et qu'il y en a en Europe. Enfin, vous voyez, ce n'est pas forcément le marché unique, c'est le fait qu'il y a plein de... Il n'y a pas cette mentalité d'investissement. Mais non, parce qu'à la fin, c'est vrai que l'épargnant individuel européen prend moins de risques. Mais il en prend. Et quand il prend des risques, où est-ce qu'il va? À qui il donne la gestion de son argent? Et comment est-ce que cet argent est utilisé? Et moi, je ne suis pas tellement d'accord que les Européens ne veulent pas prendre de risques. Enfin, certainement, le fait qu'il y ait des fonds de pension, les fonds de pension sont très exposés à la bourse, mais les Européens de plus en plus investissent dans la bourse. Mais où ils investissent directement, où ils passent à travers des intermédiaires qui ont des allocations de capital différentes. Et qui n'encouragent pas nécessairement d'ailleurs. Enfin, quand vous allez en banque, chez votre banque ou chez votre gérant, il vous vend des produits d'autres acteurs plutôt que de vous encourager peut-être à prendre plus de risques ou à gérer mieux vos risques. Parce que c'est lui-même qui les gère. Donc ils vendent des produits. On a en face de nous souvent des distributeurs de produits plutôt que des acteurs qui produisent eux-mêmes des produits d'épargne avec une composante de risque, une allocation de risque plus européenne. Moi, comme j'ai le micro, je vais en profiter pour vous poser deux questions qui ne sont pas petites. La première, quand on réfléchit sur les marchés financiers, à des enjeux géopolitiques, comme vous nous avez proposé de les évoquer ce matin, il y a un thème qu'on n'a pas encore abordé et qui pourtant a l'air de mieux marcher que le progrès de l'Union de l'épargne et de l'investissement. C'est la question de la monnaie numérique de banque centrale. Et on sait qu'il y a un dialogue qui est en train de s'engager entre la Banque centrale européenne et les banques. Donc peut-être nous dire un petit mot quand même dans le nouveau contexte géopolitique qu'on connaît, y compris en fonction des décisions outre-Atlantique. Comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce que vous comprenez l'initiative de la Banque centrale européenne qui est aujourd'hui soutenue, y compris par la Banque de France? Et ma deuxième question, c'est vous avez mentionné l'attente chinoise, notamment vis-à-vis de ce que l'Union européenne pourrait faire. Dans un papier récent, vous disiez, mais au fond, les États-Unis, c'est 15% du commerce international, donc il reste 85% du commerce qui pourrait être le creuset de l'élaboration d'un nouveau système. C'est le point de votre introduction, post-Bretton Woods, où on recrée un monde multilatéral sans les États-Unis en attendant qu'ils reviennent. Comment est-ce que l'Union européenne, d'une certaine manière, moi je pense que c'est un sujet très important dans une triangulation bien comprise, comment est-ce que les Européens doivent développer la relation avec la Chine? Quelle vision ils doivent avoir de la Chine? D'autant plus qu'on sait que dans toute la stratégie outre-Atlantique, l'obsession chinoise est quand même un déterminant très fort. Oui, ça, et on a combien de temps pour... Écoutez,
Je vais être très bref sur la monnaie digitale. Je crois que ce qui se passe aux États-Unis va accélérer ce mouvement, qui n'est pas, à mon avis, nécessairement un bon mouvement, dans le sens où je ne crois pas que le rôle de la Banque centrale doive être celui de produire une monnaie digitale. À la fin, on verra comment elle sera transformée, ce projet, et la relation entre le secteur privé et le secteur public, parce qu'à la fin, il faut toujours passer par un compte auprès d'une banque privée. Donc, est-ce qu'on pourra... quelles seront les limites de ce wallet? Moi, je suis très préoccupé par le fait qu'il y a une discussion sur qui décide la dimension de ce wallet. Je regarde mes collègues de la Banque de France. La discussion à Bruxelles, il y a des représentants politiques qui disent que ça ne doit pas être la Banque centrale. Mais si ce n'est pas la Banque centrale qui décide le wallet, il n'y a plus de monnaie de banque centrale sous le contrôle de la Banque centrale. Ça devient un contrôle politique. Moi, je suis très préoccupé. Moi, je serais plutôt en faveur de dire, l'attitude de la Fed, au fond, de la Banque d'Angleterre, c'est de dire, notre rôle, c'est de pousser, de forcer les acteurs privés de trouver une solution européenne qui coûte pas cher et qui peut être utilisée dans l'Europe. Créer la monnaie elle-même, je pense que ça va un peu au-delà du rôle de la Banque centrale, mais bon, je pense que le trend va s'accélérer de ce point de vue-là. Je suis assez, au fond, je suis optimiste que cette solution publique-privée, de collaboration publique-privée va dominer. Le deuxième point, c'est un point très important. C'est vrai, 85% du commerce international est entre le reste du monde. Et le choix, est-ce qu'on réagit aux actions américaines dans le respect des règles du WTO ou pas? Parce que ce qu'il a fait est en totale violation. Moi, je pense qu'on doit essayer de rester dans les règles, trouver des accords avec les autres pays pour respecter les règles. Parce que si tout le monde fait sauter les règles du WTO, c'est vraiment le désastre. Alors le problème, évidemment, c'est la Chine, parce que la Chine, à mon avis, est presque plus problématique pour l'Europe que Trump, dans le sens où son modèle de développement, qui vise tout sur la technologie et l'efficacité productive, la porte essentiellement à baser son développement sur les exportations. Elle pourra exporter moins aux États-Unis à cause des tarifs, donc elle va essayer d'exporter vers l'Europe. Et quand on voit les prix des voitures électriques, des panneaux solaires, enfin, c'est pas accessible. C'est impossible d'être compétitif par rapport à cette politique industrielle, je dirais, qui vise tout sur l'exportation et sur la technologie, et qui ne prend pas en considération le problème de la demande intérieure chinoise qui reste stagnante, un taux d'épargne très élevé, et les services qui sont évidemment un secteur très protégé, mais qui ne se développe pas. Donc la vision économique de la Chine, qu'a la Chine des relations internationales, à mon avis, est assez problématique. J'étais à cette rencontre vendredi dernier avec le président, et le point qui m'a beaucoup frappé dans cette rencontre avec des grandes entreprises internationales, c'est de dire « Be in China, not for China, be in China for the world. Come to China for the world. » Donc venez en Chine, investir en Chine pour investir et produire pour le reste du monde. Évidemment, si tout le monde fait ça, c'est la guerre commerciale. C'est une autre forme de guerre commerciale. Je crois qu'il faut trouver avec la Chine un accord pour trouver un équilibre, parce que ils peuvent faire des dégâts énormes sur la structure industrielle européenne. Voilà, donc, mais je pense qu'ils veulent un débat avec l'Europe, ils veulent discuter avec l'Europe, et je pense que ce sera... et ils commencent à reconnaître l'Europe, d'ailleurs, comme un player important dans l'interaction commerciale avec les États-Unis. Donc là aussi, il y a des attentes, et il faut avoir une vision précise, et là, on sait qu'on est un peu
partager, non, par exemple sur l'automobile, sur d'autres secteurs, si adopter nous aussi des tarifs, si demander des investissements directs, enfin tout ça, c'est assez compliqué, mais l'Europe devra trouver une solution unique pour faire face à cette approche très mercantiliste, mercantiliste technologique en plus. C'est pas du mercantilisme pour vendre des chemises ou des produits à basse valeur ajoutée, c'est des produits de haut de gamme. Et si on n'est pas compétitif sur ce secteur-là, ce sera très compliqué vu les coûts de travail, enfin, les salaires qu'on a en Europe, c'est très difficile de descendre dans l'échelle de la valeur ajoutée pour devenir compétitif sur des secteurs sur lesquels, évidemment, on est sorti il y a très longtemps. Donc on ne peut pas faire la même erreur que les États-Unis, parce qu'au fond, c'est ça que les États-Unis veulent faire. Ils veulent descendre dans l'échelle de la création de valeur avec les tarifs. On ne peut pas faire la même chose, mais on doit trouver un accord avec la Chine qui se base aussi sur la confiance. Et là, les éléments géopolitiques sont compliqués, Taïwan, et tout ça. Ça nous porterait sur des discussions très longues. Mais de nouveau, enfin, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il y a une demande d'Europe de la part du reste du monde, et donc il faudra trouver des positions uniques, intégrées de décision pour maintenir, dans le respect des règles, si possible, et peut-être éventuellement de créer des nouvelles règles pour maintenir un système multilatéral. Si vous voulez bien, on va prendre une dernière question, et puis on conclura cette matinale. Merci beaucoup, Cécile Massif, Citigroup. Je voulais vous poser la question sur le développement massif du marché du private credit et le fait que c'est également un marché qui est dominé par des acteurs américains. C'est aussi également une problématique de supervision différente entre le marché bancaire et le marché des capitaux. Quel est le positionnement pour vous de l'Europe sur ces enjeux, sur le financement de l'économie par le marché du private credit, et comment les banques, le secteur bancaire doit réagir? Oui, là c'est aussi un grand thème, parce que le marché, quand on parle de marché financier, il y a le marché institutionnel, disons, mais il y a le marché privé qui est en train de croître de façon extraordinaire. Et c'est un marché que l'on doit utiliser en Europe aussi. Donc, ce que les banques font, et eux-mêmes ont des accords avec ces grands acteurs américains pour déplacer une partie de notre bilan sur ces acteurs. Alors, évidemment, quelle est l'implication pour la stabilité financière? Alors, si vous parlez avec ces acteurs, ils disent, voilà, un crédit sur un bilan d'une banque et un crédit sur notre bilan, c'est la même chose. Ce n'est pas exactement la même chose. Si vous avez des rapports avec le régulateur, vous ne croyez pas qu'ils ont les visites annuelles de la BCE ou de la CPR pour venir voir si on a bien calculé les risques et les modèles et tout ça. Donc voilà, c'est une source de risque énorme. Et l'idée que si quelque chose va mal, c'est les actionnaires de ces fonds qui vont payer, c'est une illusion, je crois. Donc voilà, on est un peu comme à la fin des années 90, avant la crise de LTCM, les hedge funds, on ne peut pas les réguler et on ne peut rien faire. Et en plus, ils ne sont pas européens, ils sont tous américains. Donc de nouveau, l'absence d'une force comme la BCE qui peut interagir avec la Fed au même niveau sur la réglementation, l'absence d'un régulateur unique européen fort qui puisse interagir avec et dire maintenant on va réglementer, on va mettre sous un même régulateur, parce que là aussi les grands private debt, ils choisissent leur siège, et par hasard c'est les mêmes sièges des autres, dans des îles ou dans des petites collines au milieu de l'Europe, le long d'une rivière. Donc le problème est l'incapacité politique de faire un pas en plus et de dire, voilà, c'est pas parce que c'est pas régulé, ça n'a pas été régulé jusqu'à maintenant qu'il faut continuer à ne pas le réglementer. Et au contraire, on essaie de le réglementer en régulant plus les banques et le financement que les banques donnent à ces grands acteurs. Donc
on continue à taper sur les banques alors que le problème est ailleurs. Ce n'est pas le rôle des banques de monitorer ce que font les private debt ou le private equity. Donc, mais c'est un peu l'attitude politique européenne. Maintenant, avec des changements de réglementation, excusez-moi si je change de thème, mais ces changements de réglementation dans la transition écologique, où on réduit les exigences réglementaires pour les entreprises en termes de report, et puis les banques disent, voilà, vous aurez moins de données des entreprises, donc c'est à vous de juger si ces entreprises sont en ligne avec la transition et les exigences de transition. Donc les banques ont moins de données de leurs clients, mais doivent quand même s'en occuper, et le régulateur nous dit, si vous ne le faites pas, vos modèles ne sont pas bons, et on vous met des add-ons de capital. Donc c'est ce concept que les banques sont des instruments de politique économique ou de politique environnementale, ça frôle je fais attention à ce que je dis, mais ça frôle un peu la perversion. Enfin, et en plus, dans une situation où nos compétiteurs américains n'ont absolument pas ce rôle. Donc voilà, il faut un peu plus d'équilibre, je pense, en Europe sur la façon dont on régule, on réglemente le système financier, mais aussi on essaie de piloter les acteurs vers certains objectifs comme la transition digitale et la défense. Un grand merci pour ce plaidoyer pour un modèle européen et pour une contribution du modèle bancaire à la capacité de l'Union européenne à répondre aux enjeux politiques majeurs. Et je crois que ce que vous avez dit encore une fois, sur le fait que les responsables politiques ont un capital politique limité, doit quand même les conduire aujourd'hui à réfléchir à ce moment dans lequel nous sommes et où ils ne peuvent pas se passer de penser globalement les enjeux autour des marchés financiers pour contribuer à ce moment qui, me semble-t-il, est le moment où l'Union européenne devrait penser à une déclaration d'indépendance de l'Union européenne pour continuer à contribuer à ce monde auquel nous avons aspiré depuis si longtemps, même s'il faut que tout bouge pour que rien ne bouge. Un grand merci au nom de l'AEFR et... Et je vous invite à suivre nos autres activités avec dimanche une conférence en partenariat avec Citeco sur l'intelligence artificielle. Le 26 avril, une conférence à l'AFD autour du numéro de la revue d'économie financière à laquelle je vous invite tous à être abonnés, peut-être pas encore. Innovation financière dans les pays en développement. Et le 30 avril, un séminaire sur la résolution bancaire. Merci beaucoup, Lorenzo. Merci.